Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici le titre. Le chef de l'État est de retour à Dakar après sa participation au Forum économique mondial de Durban en Afrique du Sud. Le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise établie dans ce pays. C'est un business florissant à Dakar. La gestion de parking privé en centre-ville attire de nombreux jeunes. L'activité se développe aidée par la difficulté de se garer en ville, mais c'est illégal, prévient la commune de Dakar Plateau. Dans la rubrique métier, nous parlons ce soir des commandants de navires, un métier complexe qui demande une parfaite maîtrise des outils et techniques de navigation. Il faut donc faire des études maritimes pour exercer ce métier. Et puis la Coupe du Monde de Beach Soccer aux Bahamas, le Sénégal ne verra pas les demi-finales. Les Lions de la plage ont été éliminés par l'Italie en quart 5-1. C'est la fin d'une aventure qui avait pourtant bien commencé. Le chef de l'État est rentré à Dakar cet après-midi en provenance d'Afrique du Sud. Le président Macky Sall a pris part au Forum mondial de Durban qui avait pour thème l'Afrique dans le nouveau contexte mondial. À son retour à Dakar, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État a également reçu les honneurs militaires. En marge du Forum économique mondial de Durban, le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise d'Afrique du Sud, des compatriotes qui ont apprécié la marche du pays et les réalisations en cours dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. À l'occasion, 150 millions de francs CFA ont été alloués aux Sénégalais d'Afrique du Sud et du Mozambique. Un appel à l'unité et au travail a aussi été lancé pour consolider les acquis économiques et sociaux. Aboubakry Kane. L'importance que le président de la République accorde aux Sénégalais de l'extérieur justifie la régularité de ses rencontres avec la diaspora. À Durban, malgré un agenda très chargé, le président Macky Sall a tenu à échanger avec la communauté sénégalaise d'Afrique du Sud pour s'enquérir de ses conditions de vie en terre étrangère. Ce dont se félicitent les représentants des associations et mouvements des Sénégalais de Durban, Johannesburg, Cape Town et du Mozambique. Des concitoyens bien organisés, cités en exemple par l'ambassadeur pour leur bonne conduite et leur engagement à jouer un rôle important dans la marche vers le développement. Certes loin du Sénégal, ces concitoyens établis au pays de Mandela suivent de très près la mise en œuvre des projets et programmes qui posent les jalons de l'émergence. Ils ont globalement apprécié les réalisations et actions entreprises dans la phase active du PSE. Le temps de l'action sur la base d'une bonne gouvernance et d'un état de droit. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu une référence sans équivoque à l'échelon mondial. Raison pour laquelle, d'après les rapports des institutions financières, notamment la Banque mondiale, de même que le Fonds monétaire international et la Fondation Mont Ibrahim, tous, ils ont reconnu que le Sénégal est sur la voie de l'émergence. Qu'on le veuille ou pas, sa réussite sera la nôtre. Si bien que nous invitons tous les citoyens, et je lance un appel solennel aux frères de la diaspora, qu'il est temps à ce que l'on s'érige en exemple, à ce que l'on cherche à contribuer tant soit peu au développement de notre nation. Un appel à l'unité et au travail pour consolider les acquis, notamment dans les domaines de l'agriculture, l'énergie, les politiques sociales, l'éducation, le transport et les infrastructures. Des Sénégalais qui ont invité le chef de l'État à persévérer dans sa démarche participative, une politique inclusive basée sur le dialogue et la concertation. La communauté sénégalaise n'a pas manqué de partager quelques préoccupations, des doléances relatives à l'accès au logement et au financement, surtout pour les femmes et les jeunes. Dans la foulée, des chèques de 100 et 50 millions de francs CFA ont été remis respectivement aux Sénégalais d'Afrique du Sud et du Mozambique dans le cadre des fonds revolving du FES. Appréciant les témoignages qui font de ses compatriotes des exemples en Afrique du Sud, le président Macky Sall a mis un accent particulier sur la discipline et le travail. Des vertus qui sont à la base de tout processus de développement.
Le chef de l'État qui a rencontré donc à Durban la communauté sénégalaise établie en Afrique du Sud. Cette nouvelle qui vient de nous parvenir, l'ancien président de la Mauritanie, Eli Ould Mohamed Val, n'est plus celui qui a dirigé la Mauritanie entre 2005 et 2007, est décédé ce 5 mai d'une crise cardiaque. Il avait 64 ans. La Mauritanie a décrété 3 jours de deuil national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministère de l'économie et des finances partage sa lettre de politique sectorielle avec ses partenaires. Un diagnostic sans complaisance de l'économie sénégalaise structurée à 97% par le secteur informel et à 3% par le secteur formel. Des investissements importants sont préconisés pour inverser la tendance. L'atelier a été présidé par le ministre du Budget, Birima Mangara. C'est un reportage signé Abibou Mbaye. La lettre de politique sectorielle n'est rien d'autre que les axes stratégiques sur lesquels le ministère de l'économie et des finances travaille. Un document à partager avec les fonctionnaires du ministère, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les autres départements ministériels conviés. Ce document s'articule autour de 3 axes. La gestion de l'économie, la gestion des finances publiques et la gestion de la gouvernance institutionnelle. Comme vous le savez, le ministère des Finances est un ministère par essence transversal, en charge du pilotage de l'économie. Nous avons une économie aujourd'hui telle que ça ressort du dernier recensement général des entreprises qui révèle que notre économie est structurée à 97% par le secteur informel, 3% de secteur formel. C'est un défi parce qu'il nous faut en tout cas redresser nos politiques économiques pour tenir en compte de cette réalité. L'autre défi également, nous sommes aujourd'hui sur une tendance d'émergence. C'est l'émergence que nous visons. Et à cet effet, il nous faut travailler à un changement structurel de l'économie. Changement structurel de l'économie requiert des investissements importants en volume, mais des investissements aussi efficaces et orientés vers la satisfaction des préoccupations des Sénégalais. Des Sénégalais très regardants sur la situation économique du pays, qui du reste enregistre des performances réelles. La situation économique, elle est globalement bonne. Et je voudrais peut-être pour attester de cela, juste me référer aujourd'hui à la notation souveraine du Sénégal par Moody's. La notation du Sénégal a évolué pour passer de B à 3 avec des perspectives positives qui positionnent aujourd'hui le Sénégal parmi les premières économies de l'espace CEDEAO et de l'espace UEMOA. Également la croissance. Depuis 2014, nous avons un trend de croissance continu en hausse. Nous avons fait plus de 6% depuis 3 années. Et cela dénote aujourd'hui de la rigueur de nos politiques publiques, de la rigueur du cadre macroéconomique. Et cela, nous le devons à un bon pilotage de l'économie qui est exercé en priorité sous l'autorité de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre, par M. le ministre de l'économie, des finances et du plan. L'élaboration de cette lettre de politique sectorielle a enregistré un appui de la coopération allemande pour valider un exercice qui prend en compte la période 2017-2021 où l'économie sénégalaise doit s'inscrire dans une performance continue. Le vice-premier ministre belge et ministre chargé de la coopération a rencontré à Dakar les autorités sanitaires. La Belgique coopère avec le Sénégal depuis une 50aine d'années et va lancer un nouveau programme quinquennal. Il porte sur la santé de la reproduction et l'autonomisation des femmes. Et selon le principe de la co-responsabilité, le Sénégal va apporter une partie du budget au Diaw. C'est le vice-premier ministre et chargé de la coopération au développement du Royaume de Belgique qui est venu avec une forte délégation s'entretenir avec les autorités sanitaires nationales. La coopération belge, qui a démarré en 1968, n'en est pas à un projet prêt au Sénégal. Nous avons un nouveau programme de coopération pour 5 ans qui est en train de se construire, où l'élément de santé reproductive, ce serait notre souhait que ce soit un élément important. Ce projet est le bienvenu, d'autant que les indicateurs relatifs à la santé de la reproduction sont largement améliorables, même si les courbes s'infléchissent progressivement. Entre 2012 et 2017, selon le principe de la co-responsabilité, les Belges ont déroulé dans des zones rurales sénégalaises de 6 régions du centre et de l'ouest un projet d'amélioration de l'accès aux soins. C'est un projet commun, ce n'est pas un projet belge, c'est un projet belgo-sénégalais. Donc, que les gens se l'approprient et se disent qu'ils font partie de ce qui a pu apporter ce changement. En effet, dans ce projet, le Sénégal avait apporté le quart de la contribution belge. L'objectif du développement, c'est que la contrepartie soit
soit de plus en plus importante, etc. et qu'on se rende compte qu'au bout, on pourra peut-être le faire seul. En attendant de pouvoir le faire seul, l'appui des partenaires est important dans la poursuite des objectifs de développement durable. La seule manière de le faire, c'est de se focaliser sur ceux qui sont les plus faibles, les plus vulnérables. Et trop souvent, c'est les filles et les femmes qui sont dans cette situation-là. L'autonomisation des filles et des femmes, leur accès aux produits et services de la santé et de la reproduction, une meilleure éducation avec au bout une présence sur le marché du travail sont autant d'éléments qui, pour la partie belge, sont essentiels. L'assurance santé a aussi été abordée avec l'expérience sénégalaise de la CMU qui suit son cours. La première session des travaux du comité de pilotage du projet de centre de référence en recensement avec collecte électronique des données en Afrique a pris fin ce vendredi à Dakar. L'objectif est de former les instituts nationaux de statistiques du Sénégal et du Cap-Vert à l'utilisation des technologies de collecte à partir de l'expérience du Brésil. Aminata Mbengfal. Ce projet entre dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud Brésil-FNEAP. Il vise à renforcer les instituts nationaux de statistiques du Sénégal et du Cap-Vert à l'utilisation de technologies de collecte électronique. L'objectif est d'en faire des centres de référence en Afrique. La plupart des pays utilisent encore le papier. Le Cap-Vert et le Sénégal ont bénéficié de l'accompagnement du Brésil pour faire la collecte électronique. Et il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas encore fait le saut qualitatif et un des rôles des centres sera d'accompagner ces pays, de les former pour donc arriver à utiliser cet important outil de collecte de l'information. Il est également important de réutiliser tous les efforts qui ont été déployés et de féliciter tout le monde pour tous les efforts qui ont été déployés dans le cadre du renforcement de recensement avec la collecte de données électroniques. Cette première session des travaux du comité de pilotage du projet a été l'occasion de travailler sur la mise en place d'un forum africain sur le recensement de populations utilisant le support électronique. Le forum nous permettra d'identifier les besoins, aussi de faire le calendrier des pays qu'il faudra appuyer. Ça va certainement démarrer par les pays qui nous sont les plus proches, en ayant à l'esprit les pays lusophones comme les pays francophones. Et nous n'allons pas travailler de façon séparée. Ce qu'on s'est dit entre le Cap-Vert et nous, c'est qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Travailler ensemble pour appuyer d'autres instituts nationaux de statistiques de la région. Pour ce faire, le Brésil et le FNEAP comptent les accompagner. Ce travail aujourd'hui est très important. C'est vraiment la fondation de toute statistique dans un pays. Le Sénégal a eu beaucoup de chance et beaucoup de réussite avec son recensement national en 2013, dont UNFPA avait négocié le support du Brésil et du Cap-Vert. Alors, cette belle expérience maintenant va servir non seulement de renforcer la prise de décision à travers les secteurs ici au Sénégal, mais ça va aider aussi d'autres pays. La rencontre a été marquée par la signature d'un protocole entre les parties prenantes, le Cap-Vert, le Brésil, le Sénégal et le Fonds des Nations Unies pour la population. Connecter les lycées au collège du Sénégal, c'est le projet du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Ce démembrement de l'AFTP a équipé 3 établissements scolaires en matériel informatique. Il s'agit du lycée de Mbao et du CM de Ndiarka Diagne de Guédiawaye. Amir Diop. Pour cette remise de matériel informatique, 3 établissements scolaires de la banlieue sont concernés. Le lycée Seydina Issa Rouhoulaye de Pad. Le lycée Seydina Issa Rouhoulaye des Parcelles Assainies, le lycée de Mbao et le CM Ndiarka Diagne de Guédiawaye. Chaque salle multimédia est équipée de 20 postes de travail, d'une imprimante, d'un vidéoprojecteur, entre autres. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est marquer l'inauguration de 2 salles ou de 3 salles multimédia qui ont été choisies. Il s'agit du lycée Seydina Rouhoulaye de Parcelles Assainies, du lycée Ndiarka
Ndiarka Diagne de Guédiawaye et du lycée de Mbao. Au niveau de ces lycées, nous avons installé un Wi-Fi pour la communauté, aussi bien pour l'administration, pour les élèves que pour les enseignants, afin de leur permettre d'être à l'aise dans les enseignements et dans la recherche au quotidien. Au niveau du lycée de Mbao, en plus de l'équipement de la salle multimédia, un Wi-Fi a été déployé sur les lieux. La RTP et le Fonds de développement du service universel des télécommunications ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons également nous intéresser à l'université virtuelle. Dans les prochains jours, Inch'Allah, nous allons le matérialiser par un programme ambitieux d'accompagnement du ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme on l'a si bien dit, il y a point d'émergence s'il n'y a pas de développement des technologies de l'information et de la communication. Cette première inauguration entre dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet Connecter 100 lycées et collèges du Sénégal et de l'installation du réseau Wi-Fi dans 20 lycées du pays. Le dossier de ce 20h sur les parkings payants gérés par des privés à Dakar. Il faut payer 500 francs ou plus le temps de faire une course en centre-ville. Stationner devient de plus en plus difficile en ville. Les acteurs sont des jeunes qui transforment des espaces libres en parking privé, une activité jugée illégale par la commune de Dakar-Plateau. Cette activité donc n'est pas sans risque, le stationnement étant une tâche dévolue à la mairie. Jeanne Dior. Ce particulier souhaite stationner, mais le parking privé est plein. Mais pour y parvenir, il va devoir compter sur l'ingéniosité de Vandame. Celui-ci, maître des lieux, va lui trouver un espace libre. Il y a des places parfois disponibles. Nous, si les places disponibles, on met là-bas des véhicules. Il y a des véhicules qui laissent la clé, on s'accepte. Il y a des véhicules qui ne laissent pas la clé, on peut laisser partir. Ou bien tu payes bien, on prend le risque pour sortir ces voitures là-bas. Cette activité est courante à Dakar, dans toutes les rues et grandes artères de la capitale. Les acteurs sont certes conscients que ces espaces ne leur appartiennent pas, mais ils ne pensent pas être dans une situation illégale. Des fois, le client vient, bon, tu gares sa voiture sur la chaussée. Bon, il y a la mairie qui est là, il y a la police centrale, il met le sabot. Ce qui les préoccupe, c'est plutôt les risques encourus. Parfois, tu gares quelqu'un, il vient, il a oublié là où il a garé sa voiture, il a oublié son portable, il vient, il te dit que j'ai laissé mon portable. Il est obligé de laisser sa clé, parce que s'il ne le laisse pas, il y a les voitures qui sortent. Ce business est fructueux, le quotidien de Vandame en est l'illustration. Il déclare avoir plus d'une dizaine de jeunes à sa disposition pour aider au stationnement et au nettoyage des véhicules. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30, 40, 50, c'est Dieu quoi. Oui, chacun a son 500. Tout dépend des clients. S'ils sont contents, ils peuvent nous donner 500, 1000 francs ou plus. Deux conditions, payer 500 francs ou plus et remettre la clé. Des exigences que la plupart des clients ne récusent pas. Des fois, de nous arranger parce que ces jeunes nous enlèvent une épine du pied parce que c'est un véritable calvaire de stationner à Dakar. On est obligé de laisser la clé le temps de faire des courses. Sinon, les agents de la mairie sabotent ton véhicule. Le risque est grand pour ces propriétaires d'espaces privés. À la rue Tchonk, certains jeunes ont trouvé l'astuce pour contourner les difficultés. C'est vrai que c'est un gros risque que de faire un tour avec les véhicules que l'on nous confie, mais nous n'avons pas le choix. Parfois, d'ailleurs, les policiers nous arrêtent. Mais lorsqu'on brandit le chiffon, ils comprennent que nous ne sommes pas propriétaires, mais juste des préposés au stationnement. Il arrive que les policiers nous demandent de quitter les lieux. En cas d'incident, ils nous convoquent au commissariat pour nous rappeler à l'ordre. Souvent, nous conduisons sans permis. La gestion du stationnement est une tâche dévolue aux communes. Cette activité fait le tiers du budget de fonctionnement de la commune de Dakar-Plateau. La mairie a pu récupérer plusieurs espaces afin de mieux mobiliser des ressources, mais le stationnement reste une préoccupation. C'est à condamner, il faut que ces pratiques-là cessent. C'est un détournement d'objectifs et de deniers publics. Ça, je vous dis honnêtement.
Donc il faut que ça cesse. On ne peut plus continuer des missions dévolues aux communes que des privés se permettent d'exploiter ça. Ils sont en train d'enfreindre la loi. Des bouteilles, des garde-fous, tous les moyens sont utilisés pour protéger les devantures des immeubles et la chaussée qui sont transformés en parking privé par ces jeunes. Ils en ont fait leur business. Jean Dior qui nous parlait de l'ingéniosité de certains jeunes pour se trouver une activité qui rapporte. La rubrique métier s'intéresse aujourd'hui au commandant de navire, un métier complexe qui demande une maîtrise parfaite des outils et techniques de navigation. Et pour devenir commandant, capitaine ou lieutenant dans ce domaine, le postulant doit faire des études maritimes. Notre reporter Salou Sek est monté à bord du navire Aline Sitoé Diatta pour vous faire découvrir ce métier avec l'équipage. Suivons son reportage. C'est toute une équipe qui assure le commandement du navire Aline Sitoé Diatta. Au total, ils sont plus d'une quarantaine de personnes autour du commandant Sen, l'autorité suprême à bord, qui assure la direction et la bonne marche du navire. Quand on est en mer, il y a une équipe qui est là, de jeunes officiers et son second capitaine, qui s'organisent à ce qu'on appelle les quarts, c'est-à-dire les services, les heures de service, qui sont divisées en 4 heures de temps. Donc chaque 4 heures de temps, il y a une équipe qui est là pour faire le suivi de la navigation, c'est-à-dire pour contrôler la conduite du navire. Le commandant doit être présent en passerelle pour les arrivées et départs au port ainsi que dans les passages difficiles. Au port, le commandant se présente au port pour la manœuvre et aussi dans les rivières, le commandant doit être impérativement à la passerelle. En cas d'urgence aussi, et quand les conditions de navigation changent, le commandant est à la passerelle, comme quand la visibilité est diminuée, comme quand le trafic est augmenté, comme quand il y a une avarie sur un équipement, le commandant doit être à la passerelle. Donc il reste en stand-by en quelque sorte pour laisser les officiers la conduite du navire quand on est en mer. Parmi ces officiers qui assurent les quarts, on retrouve un lieutenant de sécurité et un autre qui gère la navigation. Le lieutenant de navigation, c'est celui qui est en charge de tout ce qui est équipement de navigation. C'est-à-dire que c'est moi qui suis responsable de tous ces équipements que vous voyez ici, de leur entretien, de la maintenance de tous les équipements qui se trouvent à la passerelle. Et parallèlement à ça aussi, je fais le quart, comme les autres officiers. Le lieutenant de sécurité est responsable de tout ce qui est équipement de sécurité à bord du navire. Ce qui est entré à la lutte contre l'incendie, les moyens d'abandon du navire, les moyens de sauvetage, tout ce qui est en relation avec la sécurité du navire, j'en suis responsable, mais sous la supervision du second capitaine, c'est-à-dire le commandant en second. Ces officiers jouent un rôle déterminant durant la traversée. Une fois en mer, chacun de ces officiers ou le second capitaine prend son quart sur la passerelle et malgré les outils de navigation et le radar, il faut toujours s'assurer de la bonne marche du bateau. Il y a toute une documentation par rapport à cela. Pour commencer, il y a les cartes. Il y a les cartes qui nous permettent de préparer notre voyage parce que tout doit être préparé à l'avance. C'est ce qu'on appelle le plan de traversée. Sur ce plan de traversée, on doit avoir l'ensemble des informations sur le voyage avant de commencer cela. Donc, on trace les routes sur les cartes, on consulte les ouvrages nautiques, c'est-à-dire la documentation que les services hydrographiques et océanographiques nous procurent. Donc on doit avoir ces informations de cela avant le voyage. Être commandant de navire est un métier complexe qui requiert une maîtrise parfaite des outils et techniques de navigation. Pour occuper l'un de ces postes de responsabilité dans un navire, les postulants doivent faire des études maritimes, une formation très rigoureuse. Il y avait beaucoup de rigueur, trop même, parce qu'on est en mer. Et comme on a l'habitude de le dire en Wolof, donc on peut être confronté à tout genre de situation. Et à chaque genre de situation, il faut avoir une attitude à adopter. Et là, par exemple, quand on est à haute mer, on ne peut pas faire appel, par exemple, si on a un incendie, aux sapeurs-pompiers qui sont à terre. Et dans ce genre de situation-là, on est obligé d'être réactif. La raison pour laquelle, vraiment, nos professeurs ont insisté sur ça. Et c'est ce que le commandant aussi essaie de nous inculquer. Être rigoureux quand on est à bord.
Ce lieutenant de navigation a fait ses études maritimes au Maroc. Il est sorti major de sa promotion, une distinction qui lui a permis d'occuper ce poste dans ce navire. Quant au lieutenant de sécurité, il a reçu sa formation au Sénégal, à l'École nationale de formation maritime. Après avoir eu mon bac, j'ai eu un bac série S2. Il y avait plein de concours qu'on m'avait proposés. Donc comme j'ai toujours été passionnée par la mer, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer sur le domaine maritime. Et ce que j'ai fait ce concours. Ils doivent suivre 2 ans de formation pour avoir le diplôme de chef de quart. Donc c'est ce diplôme qui leur permet d'avoir un stage à bord des navires. Pas directement travailler, mais commencer un stage parce que le diplôme doit être validé. Et pour pouvoir le valider, ce diplôme, il faut faire un stage de 12 mois à bord des navires. Ainsi, pour gérer le commandement d'un navire, les candidats doivent avoir des diplômes définis pour chaque catégorie de bateau. Tout dépend du diplôme. Parce que si je prends mon exemple, j'ai le diplôme de capitaine au long cours. Le diplôme de capitaine au long cours, avec son brevet, c'est un brevet illimité. Donc, je peux commander les navires de commerce illimités, c'est-à-dire en fonction du tonnage, parce qu'en termes maritimes, on raisonne en fonction du tonnage du navire. Par contre, il y en a d'autres capitaines qui sont limités à 3000 tonneaux. Donc au-delà de 3000, par exemple, à l'institué est supérieur à 3000. Donc ces commandants-là, ils ne pourront pas commander ce navire sauf par dérogation. Donc s'ils ont la dérogation de l'Agence nationale des affaires maritimes, ils peuvent commander. Et ça, c'est par exemple quand la situation l'exige. Au niveau du navire Alioune Sitoé Diatta, la hiérarchie est très bien respectée. Le commandant, aidé par le second capitaine et les lieutenants, assure depuis des années la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Voilà, vous savez tout maintenant sur le métier de capitaine, de commandant, de capitaine ou de lieutenant de navire grâce à cette rubrique découverte réalisée à bord du navire Aline Sitoé Diatta par Saliou Seck. Nous restons en Casamance avec la RTS 4 qui a 3 ans à l'occasion. L'amicale des jeunes de la RTS section Casamance célèbre l'événement au programme Un don du sang, un geste civique et social qui participe à soutenir les malades de la région. Les populations, mais surtout les militaires, ont répondu à présent à l'invitation de ces jeunes. Kaltom Gueye. Et de 3, il n'y a jamais 203 et l'adage est bien respecté. La RTS4 Casamance fête ses 3 ans d'existence. Un anniversaire célébré au programme ce geste social, un don de sang. La population et les partenaires de toujours, les militaires, ont répondu à l'appel. Tous apprécient l'initiative. L'initiative est noble. C'est un acte noble, un acte sans façon, parce que personnellement, je viens d'arriver de Dakar, c'est pour venir au chevet de ma maman qui est malade. Donc aujourd'hui, s'il n'y avait pas des gens qui donnaient du sang, et que cette maman pourrait se lever un jour. Donc c'était à mon tour aussi de donner pour d'autres personnes. C'est ce qui m'a fait que lorsque la directrice m'a dit que vous donnez, il y a un don de sang, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je suis preneur. La banque de sang de Ziguinchor en a besoin. C'est pourquoi la collecte d'aujourd'hui a toute son importance. Aujourd'hui, grâce donc à cette manifestation, nous avons eu une 50aine de poches. Donc, mais seulement il faut dire que c'est une quantité qui est normale, mais vu l'importante demande, donc c'est insuffisant. Et donc c'est pourquoi donc nous souhaiterons pérenniser cette manifestation. Actuellement donc nous avons vraiment besoin de sang. Je lance un message à la population sénégalaise, de tout bord, que les gens sachent que ça c'est un acte noble, un acte qui permet la survie d'autres personnes. La JRTS4 Casamance inscrit désormais cette manifestation dans son agenda. Elle participe ainsi au développement de cette localité. Nous sommes là depuis 3 ans et depuis on est en train de faire un travail aux côtés des populations pour rendre visible la destination Casamance. Donc c'est une occasion pour nous non seulement de fêter ça aux côtés des populations, mais également de vraiment rendre aussi visibles les activités
que nous menons ici au sein de la Casamance. Dans le cadre de cette célébration, l'amicale des jeunes de la RTS 4 Casamance allie l'utile à l'agréable. L'anniversaire, c'est du social, des loisirs et du sport. En attendant la grande randonnée pédestre de dimanche, les dames sont à l'honneur avec un grand Annebert ce samedi. Bon anniversaire à la RTS 4 qui fête ses 3 ans et bravo à l'amicale pour cette belle initiative. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a réceptionné ce vendredi un don de 100 tonnes de dattes du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce don est destiné aux populations nécessiteuses du Sénégal. Fatima Chabanelba. 100 tonnes de dattes ont été offertes au Sénégal à quelques semaines du mois béni de Ramadan. Ce geste de bienfaisance du Royaume d'Arabie Saoudite est désormais inscrit dans le calendrier de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. À Sa Majesté, le roi Salman Bel Abdelaziz Al Saoud, la satisfaction et la reconnaissance de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de même que l'expression de la profonde gratitude du peuple sénégalais à l'endroit du peuple saoudien. L'action humanitaire, l'Arabie Saoudite en a fait un sacerdoce. Ce don est la preuve de l'attachement et de la fraternité qui lie les deux pays. Je pense qu'il y a un grand bonheur à venir en aide aux autres et à faire une action humanitaire pouvant donner le bonheur à autrui. Ce don de dattes, certes modeste, n'est que l'expression de l'amour et de la fraternité que le Royaume d'Arabie Saoudite, avec à sa tête le roi Salman Ben Abdelaziz, porte envers le peuple sénégalais. Le Royaume compte apporter aide et assistance au Sénégal, surtout dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation. La libre circulation des personnes et des biens, le temps de l'action, c'est le thème de la semaine nationale de la CEDEAO. Pendant 3 jours, ce sera l'occasion de poser le débat sur l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Donc, de récompenser aussi ces personnes qui œuvrent pour l'intégration régionale. Américaine. La semaine nationale de la CEDEAO est une occasion de mettre en avant les politiques et programmes d'intégration régionale et surtout la libre circulation des personnes et des biens. L'édition de 2017 propose des axes allant dans le sens de concrétiser ces dispositions. Lorsqu'on évalue la situation sur le terrain à l'aune des ambitions des pères fondateurs et des instruments que je viens d'évoquer, force est de reconnaître que les entraves sont toujours légion, notamment au niveau des corridors routiers et des frontières des États membres. S'il faut déplorer les pratiques anormales de certains agents chargés du contrôle, il y a lieu de noter cependant que ces entraves subsistent du fait de la méconnaissance des textes communautaires par les parties prenantes. Les États ne sont par exemple pas exempts de reproches, car il y a parfois une faible volonté politique pour appliquer intégralement les dispositions sur la libre circulation. En présence des populations, des diplomates, des forces de sécurité, entre autres, plaidoyer a été fait pour la promotion de la coopération transfrontalière. La CEDEAO est l'une des premières organisations à supprimer le visa, ce qui doit faciliter la libre circulation des biens et des personnes, même si aujourd'hui il y a quelques résistances. Plus informer, mieux informer les citoyens pour qu'ils connaissent de leurs devoirs et de leurs obligations dans notre espace communautaire. Il y a des violations, par exemple le Cap-Vert. Aujourd'hui, les Sénégalais qui partent au Cap-Vert, ils sont 3000, ont des problèmes d'entrée et de sortie dans ce pays frère. Et ils ont droit, je leur ai dit, d'y accéder pendant 3 mois avec leur carte d'identité de la CEDEAO, avec leur passeport. La semaine nationale de la CEDEAO, c'est aussi l'occasion de regrouper la communauté et de valoriser les richesses culturelles de l'organisation. Les Français votent ce dimanche pour le 2e tour de la présidentielle. 13 800 citoyens français se sont inscrits sur la liste électorale ici au Sénégal. Le taux de participation au premier tour était estimé à 39%. Et c'est la dernière ligne droite pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les citoyens français établis au Sénégal ont donné leur point de vue par rapport à ces 2 candidats. Céline Alfal.
À l'Institut français de Dakar, dans un coin du restaurant, 2 citoyens français sirotent paisiblement leur café. Au menu des discussions de ce couple figure le second tour de l'élection présidentielle en France. Bon, on est un peu déçus parce que finalement, il y a eu une campagne, décevante et qu'on vote actuellement quelquefois par défaut, on dira. Les primaires, pour ma part, qui ont été votées, ont complètement désorganisé l'élection telle qu'elle aurait dû se présenter. Et on se retrouve avec des candidats qu'on est obligé de choisir par défaut. Au dernier tournant, tous les sondages ont tiré la même conclusion. Emmanuel Macron a creusé l'écart avec Marine Le Pen. Michel et Jean, à l'image des 13 800 électeurs français inscrits sur la liste électorale au Sénégal, ont leur petite idée sur le profil et sur la vision des 2 candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le premier, c'est même pas un parti, c'est un parti fasciste, et il ne faut pas en parler, quoi. Ça fait peur, j'espère qu'elle ne va pas passer, quoi, parce que c'est terrible. Voilà. Et puis M. Macron, ma foi, il ne représente pas forcément la gauche que j'aime, quoi. Voilà. L'un propose une société mondialisée qui va favoriser évidemment les entreprises, les grosses entreprises, les gens qui ont déjà des biens, et qui va défavoriser encore plus les personnes qui ont du mal à vivre. Et l'autre candidat, lui, elle représente un parti fasciste, c'est vrai, qui ne propose qu'un repli sur soi-même, une exclusion des autres et des sentiments de haine les uns par rapport aux autres, opposer les gens les uns aux autres. Et évidemment, ce n'est pas vers cette société-là que je voudrais qu'on aille. Le taux de participation au premier tour de la présidentielle est estimé à 39% au Sénégal. Plusieurs citoyens français établis ici disent ne pas se reconnaître à travers les 2 candidats présents. Une référence sans équivoque à l'échelon mondial. Raison pour laquelle, d'après les rapports des institutions financières, notamment la Banque mondiale, de même que le Fonds monétaire international et la Fondation Mo Ibrahim, tous, ils ont reconnu que le Sénégal est sur la voie de l'émergence. Qu'on le veuille ou pas, sa réussite sera la nôtre. Si bien que nous invitons tous les citoyens, et je lance un appel solennel aux frères de la diaspora, qu'il est temps à ce que l'on s'érige en exemple, à ce que l'on cherche à contribuer tant soit peu au développement de notre nation. Un appel à l'unité et au travail pour consolider les acquis, notamment dans les domaines de l'agriculture, l'énergie, les politiques sociales, l'éducation, le transport et les infrastructures. Des Sénégalais qui ont invité le chef de l'État à persévérer dans sa démarche participative, une politique inclusive basée sur le dialogue et la concertation. La communauté sénégalaise n'a pas manqué de partager quelques préoccupations, des doléances relatives à l'accès au logement et au financement, surtout pour les femmes et les jeunes. Dans la foulée, des chèques de 100 et 50 millions de francs CFA ont été remis respectivement aux Sénégalais d'Afrique du Sud et du Mozambique dans le cadre des fonds revolving du FES. Appréciant les témoignages qui font de ses compatriotes des exemples en Afrique du Sud, le président Macky Sall a mis un accent particulier sur la discipline et le travail. Des vertus qui sont à la base de tout processus de développement. Le chef de l'État qui a rencontré donc à Durban la communauté sénégalaise établie en Afrique du Sud. Cette nouvelle qui vient de nous parvenir, l'ancien président de la Mauritanie, Eli Ould Mohamed Val, n'est plus celui qui a dirigé la Mauritanie entre 2005 et 2007, est décédé ce 5 mai d'une crise cardiaque. Il avait 64 ans. La Mauritanie a décrété 3 jours de deuil national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministère de l'économie et des finances partage sa lettre de politique sectorielle avec ses partenaires. Un diagnostic sans complaisance de l'économie sénégalaise structurée à 97% par le secteur informel et à 3% par le secteur formel. Des investissements importants sont préconisés pour inverser la tendance. L'atelier a été présidé par le ministre du Budget, Birima Mangara. C'est un reportage signé Abibou Mbaye. La lettre de politique sectorielle n'est rien d'autre que les axes stratégiques sur lesquels le ministère de l'économie et des finances travaille. Un document à partager avec les fonctionnaires du ministère, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les autres départements ministériels conviés.
Ce document s'articule autour de 3 axes. La gestion de l'économie, la gestion des finances publiques et la gestion de la gouvernance institutionnelle. Comme vous le savez, le ministère des Finances est un ministère par essence transversal en charge du pilotage de l'économie. Nous avons une économie aujourd'hui telle que ça ressort du dernier recensement général des entreprises qui révèle que notre économie est structurée à 97% par le secteur informel. 3% de secteur formel, c'est un défi parce qu'il nous faut en tout cas... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici le titre. Le chef de l'État est de retour à Dakar après sa participation au Forum économique mondial de Durban en Afrique du Sud. Le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise établie dans ce pays. C'est un business florissant à Dakar. La gestion de parkings privés en centre-ville attire de nombreux jeunes. L'activité se développe aidée par la difficulté de se garer en ville, mais c'est illégal, prévient la commune de Dakar Plateau. Dans la rubrique métier, nous parlons ce soir des commandants de navires, un métier complexe qui demande une parfaite maîtrise des outils et techniques de navigation. Il faut donc faire des études maritimes pour exercer ce métier. Et puis la Coupe du Monde de Beach Soccer aux Bahamas, le Sénégal ne verra pas les demi-finales. Les Lions de la plage ont été éliminés par l'Italie en quart 5-1. C'est la fin d'une aventure qui avait pourtant bien commencé. Le chef de l'État est rentré à Dakar cet après-midi en provenance d'Afrique du Sud. Le président Macky Sall a pris part au Forum mondial de Durban qui avait pour thème l'Afrique dans le nouveau contexte mondial. À son retour à Dakar, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État a également reçu les honneurs militaires. En marge du Forum économique mondial de Durban, le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise d'Afrique du Sud, des compatriotes qui ont apprécié la marche du pays et les réalisations en cours dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. À l'occasion, 150 millions de francs CFA ont été alloués aux Sénégalais d'Afrique du Sud et du Mozambique. Un appel à l'unité et au travail a aussi été lancé pour consolider les acquis économiques et sociaux. Aboubakry Kane. L'importance que le président de la République accorde aux Sénégalais de l'extérieur justifie la régularité de ses rencontres avec la diaspora. À Durban, malgré un agenda très chargé, le président Macky Sall a tenu à échanger avec la communauté sénégalaise d'Afrique du Sud pour s'enquérir de ses conditions de vie en terre étrangère. Ce dont se félicitent les représentants des associations et mouvements des Sénégalais de Durban, Johannesburg, Cape Town et du Mozambique. Des concitoyens bien organisés, cités en exemple par l'ambassadeur pour leur bonne conduite et leur engagement à jouer un rôle important dans la marche vers le développement. Certes loin du Sénégal, ces concitoyens établis au pays de Mandela suivent de très près la mise en œuvre des projets et programmes qui posent les jalons de l'émergence. Ils ont globalement apprécié les réalisations et actions entreprises dans la phase active du PSE. Le temps de l'action sur la base d'une bonne gouvernance et d'un état de droit. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu une référence. Et beaucoup de réussite avec son recensement national en 2013, dont UNFPA avait négocié le support du Brésil et du Cap-Vert. Alors, cette belle expérience maintenant va servir non seulement de renforcer la prise de décision à travers les secteurs ici au Sénégal, mais ça va aider aussi d'autres pays. La rencontre a été marquée par la signature d'un protocole entre les parties prenantes, le Cap-Vert, le Brésil, le Sénégal et le Fonds des Nations Unies pour la population. Connecter les lycées et collèges du Sénégal, c'est le projet du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Ce démembrement de l'ARTP a équipé 3 établissements scolaires en matériel informatique. Il s'agit du lycée de Mbao et du CM de Ndiarka Diagne de Guédiawaye. Amir Diop. Pour cette remise de matériel informatique, 3 établissements scolaires de la banlieue sont concernés. Le lycée Seydina Issa Rouhoulaye de Pad,
Le lycée Seydina Issa Rouhoulaye des Parcelles Assainies, le lycée de Mbao et le CEM Nderka Diagne de Guédiawaye. Chaque salle multimédia est équipée de 20 postes de travail, d'une imprimante, d'un vidéoprojecteur, entre autres. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est marquer l'inauguration de 2 salles ou de 3 salles multimédia qui ont été choisies. Il s'agit du lycée Seydina Rouhoulaye de Parcelles Assainies, du lycée Nderka Diagne de Guédiawaye et du lycée de Mbao. Au niveau de ces lycées, nous avons installé un Wi-Fi pour la communauté, aussi bien pour l'administration, pour les élèves que pour les enseignants, afin de leur permettre d'être à l'aise dans les enseignements et dans la recherche au quotidien. Au niveau du lycée de Mbao, en plus de l'équipement de la salle multimédia, un Wi-Fi a été déployé sur les lieux. La RTP et le Fonds de développement du service universel des télécommunications ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons également nous intéresser à l'université virtuelle. Dans les prochains jours, Inch'Allah, nous allons le matérialiser par un programme ambitieux d'accompagnement du ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme on l'a si bien dit, il y a point d'émergence s'il n'y a pas de développement des technologies de l'information et de la communication. Cette première inauguration entre dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet Connecter 100 lycées et collèges du Sénégal et de l'installation du réseau Wi-Fi dans 20 lycées du pays. Le dossier de ce 20h sur les parkings payants gérés par des privés à Dakar. Il faut payer 500 francs ou plus le temps de faire une course en centre-ville. Stationner devient de plus en plus difficile en ville. Les acteurs sont des jeunes qui transforment des espaces libres en parking privé, une activité jugée illégale par la commune de Dakar. Redresser nos politiques économiques pour tenir en compte de cette réalité. L'autre défi également, nous sommes aujourd'hui sur une tendance d'émergence, c'est l'émergence que nous visons. Et à cet effet, il nous faut travailler à un changement structurel de l'économie. Changement structurel de l'économie requiert des investissements importants en volume, mais des investissements aussi efficaces et orientés vers la satisfaction des préoccupations des Sénégalais. Des Sénégalais très regardants sur la situation économique du pays, qui du reste enregistre des performances réelles. La situation économique, elle est globalement bonne. Et je voudrais peut-être pour attester de cela, juste me référer aujourd'hui à la notation souveraine du Sénégal par Moody's. La notation du Sénégal a évolué pour passer de B à 3 avec des perspectives positives qui positionnent aujourd'hui le Sénégal parmi les premières économies de l'espace CEDEAO et de l'espace UEMOA. Également la croissance. Depuis 2014, nous avons un trend de croissance continu en hausse. Nous avons fait plus de 6% depuis 3 années. Et cela dénote aujourd'hui de la rigueur de nos politiques publiques, de la rigueur du cadre macroéconomique. Et cela, nous le devons à un bon pilotage de l'économie qui est exercé en priorité sous l'autorité de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre, par M. le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. L'élaboration de cette lettre de politique sectorielle a enregistré un appui de la coopération allemande pour valider un exercice qui prend en compte la période 2017-2021 où l'économie sénégalaise doit s'inscrire dans une performance continue. Le vice-premier ministre belge et ministre chargé de la coopération a rencontré à Dakar les autorités sanitaires. La Belgique coopère avec le Sénégal depuis une 50aine d'années et va lancer un nouveau programme quinquennal. Il porte sur la santé de la reproduction et l'autonomisation des femmes. Et selon le principe de la co-responsabilité, le Sénégal va apporter une partie du budget au Diaw. C'est le vice-premier ministre et chargé de la coopération au développement du Royaume de Belgique qui est venu avec une forte délégation s'entretenir avec les autorités sanitaires nationales. La coopération belge, qui a démarré en 1968, n'en est pas à un projet prêt au Sénégal. Nous avons un nouveau programme de coopération pour 5 ans qui est en train de se construire, où l'élément de santé reproductive, ce serait notre souhait que ce soit un élément important
Ce projet est le bienvenu, d'autant que les indicateurs relatifs à la santé de la reproduction sont largement améliorables, même si les courbes s'infléchissent progressivement. Entre 2012 et 2017, selon le principe de la co-responsabilité, les Belges ont déroulé dans des zones rurales sénégalaises de 6 régions du centre et de l'ouest un projet d'amélioration de l'accès aux soins. C'est un projet commun, ce n'est pas un projet belge, c'est un projet belgo-sénégalais. Donc, que les gens se l'approprient et se disent qu'ils font partie de ce qui a pu apporter ce changement. En effet, dans ce projet, le Sénégal avait apporté le quart de la contribution belge. L'objectif du développement, c'est que la contrepartie soit de plus en plus importante, etc. et qu'on se rende compte qu'au bout, on pourra peut-être le faire seul. En attendant de pouvoir le faire seul, l'appui des partenaires est important dans la poursuite des objectifs de développement durable. La seule manière de le faire, c'est de se focaliser sur ceux qui sont les plus faibles, les plus vulnérables. Et trop souvent, c'est les filles et les femmes qui sont dans cette situation-là. L'autonomisation des filles et des femmes, leur accès aux produits et services de la santé et de la reproduction, une meilleure éducation avec au bout une présence sur le marché du travail sont autant d'éléments qui, pour la partie belge, sont essentiels. L'assurance santé a aussi été abordée avec l'expérience sénégalaise de la CMU qui suit son cours. La première session des travaux du comité de pilotage du projet de centre de référence en recensement avec collecte électronique des données en Afrique a pris fin ce vendredi à Dakar. L'objectif est de former les instituts nationaux de statistiques du Sénégal et du Cap-Vert à l'utilisation des technologies de collecte à partir de l'expérience du Brésil. Aminata Mbengfal. Ce projet entre dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud Brésil-FNEAP. Il vise à renforcer les instituts nationaux de statistiques du Sénégal et du Cap-Vert à l'utilisation de technologies de collecte électronique. L'objectif est d'en faire des centres de référence en Afrique. La plupart des pays utilisent encore le papier. Le Cap-Vert et le Sénégal ont bénéficié de l'accompagnement du Brésil pour faire la collecte électronique. Et il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas encore fait le saut qualitatif et un des rôles des centres sera d'accompagner ces pays, de les former pour donc arriver à utiliser cet important outil de collecte de l'information. Il est également important de réutiliser tous les efforts qui ont été déployés et de féliciter tout le monde pour tous les efforts qui ont été déployés dans le cadre du renforcement de recensement avec la collecte de données électroniques. Cette première session des travaux du comité de pilotage du projet a été l'occasion de travailler sur la mise en place d'un forum africain sur le recensement de populations utilisant le support électronique. Le forum nous permettra d'identifier les besoins, aussi de faire le calendrier des pays qu'il faudra appuyer. Ça va certainement démarrer par les pays qui nous sont les plus proches, en ayant à l'esprit les pays lusophones comme les pays francophones. Et nous n'allons pas travailler de façon séparée. Ce qu'on s'est dit entre le Cap-Vert et nous, c'est qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Travailler ensemble pour appuyer d'autres instituts nationaux de statistiques de la région. Pour ce faire, le Brésil et le FNEAP comptent les accompagner. Ce travail aujourd'hui est très important. C'est vraiment la fondation de toute statistique dans un pays. Le Sénégal a eu beaucoup de chance